Braid est sorti le 6 août 2008 sur Xbox Live Arcade et l'année suivante sur PC, Mac et PS3. Sa durée de vie est d'environ 7 à 10 heures suivant les joueurs. Le jeu a été instantanément un succès critique et commercial, avec une note métacritique oscillant entre 90 et 93% suivant les plateformes. Ce succès est attribuable au fait que le jeu combine une beauté visuelle et musicale indéniable, un gameplay réussi et original, et une profondeur et une liberté d'interprétation extrêmement rares dans le jeu vidéo. Au premier coup d'œil, Braid semble être un jeu de plateforme classique avec des plateformes, des pièces à récupérer et des monstres à éliminer en sautant dessus. En réalité, la spécificité du gameplay, à savoir le fait que le joueur peut à tout moment rembobiner le temps pour annuler ses actions, fait que les sauts ne présentent pas de réelle difficulté et un joueur avec deux mains gauches n'aura aucun problème à finir le jeu. En revanche, la récupération des pièces de puzzle nécessite de la réflexion et une bonne compréhension des mécanismes du jeu, en particulier la manipulation du temps. C'est pourquoi le jeu se classe moins dans la catégorie des jeux de plateforme que dans la catégorie des jeux à puzzle basés sur la physique, comme Portal pour ne citer que le plus connu du genre. Le fait de pouvoir rembobiner le temps avait déjà été exploité par un autre jeu sorti en 2003, Prince of Persia: The Sands of Time. Mais Braid va beaucoup plus loin dans l'exploitation par le gameplay de la manipulation du temps. En effet, Braid est divisé en mondes et chaque monde introduit une nouvelle manière de manipuler le temps. Chaque monde est constitué de 4 à 8 niveaux, chaque niveau contenant des pièces de puzzle servant à débloquer l'accès au monde suivant. Le premier monde du jeu, nommé Monde 2, introduit la capacité de rembobiner le temps et contient quelques puzzles quasiment impossibles à résoudre sans faire appel à cette capacité. Le monde 3 contient des objets entourés d'un halo vert brillant, lesquels ne sont pas affectés par la manipulation du temps. Ce nouveau mécanisme est réutilisé dans les mondes suivants, et à partir de ce monde, la manipulation du temps est obligatoire pour pouvoir récupérer les pièces de puzzle. Dans le monde 4, position spatiale et position temporelle sont parfaitement liées. Le temps avance, recule ou reste figé en fonction des mouvements de Tim. Dans le monde 5, le fait de rembobiner le temps génère une ombre qui reproduit les actions rembobinées, mais ne peut interagir qu'avec certains objets entourés d'un halo violet. Enfin, dans le monde 6, Tim dispose d'un anneau qu'il peut poser au sol et qui ralentit l'écoulement du temps dans un rayon d'action limité. Chaque monde de Braid débute par un petit niveau contenant des textes dont l'affichage est facultatif. Ces textes ont été beaucoup critiqués par certains joueurs qui les ont trouvés pompeux et pauvres en style, mais ce sont ces textes qui posent une part importante de l'ambiance du jeu, et il serait dommage de passer à côté. D'autant que ces textes sont une des clés des différentes interprétations du jeu, dont je parlerai plus tard dans cette analyse. Pour conclure sur le gameplay, je dirais que c'est une des grandes réussites du jeu, car même si certains puzzles sont difficiles, leur solution n'est jamais arbitraire, et leur résolution est très gratifiante pour le joueur. Les graphismes du jeu ont également fait l'objet d'un soin particulier et sont d'une qualité impressionnante pour un jeu indépendant. Ils sont faits dans un style impressionniste et combinent esthétisme et lisibilité. Le premier plan où l'action se joue est très détaillé, l'arrière est plus stylisé. Le résultat est à la fois esthétique et très lisible, qualité auquel il faut ajouter le sentiment de vie obtenu grâce aux effets de particules, dans l'arrière-plan et sur l'herbe, et grâce au fait que le personnage n'est jamais totalement immobile. A noter aussi que le design graphique s'assombrit, dans tous les sens du terme, au cours de l'aventure. Un autre point à noter est le fait que Braid joue sur le fait qu'à première vue il paraît être un jeu de plateforme classique, en multipliant les références visuelles aux premiers grands classiques du genre. En particulier Donkey Kong, pour cet écran, qui reprend le premier niveau de Donkey Kong, et Super Mario, pour le design des monstres, les tuyaux avec le plan de carnivore en option, et surtout le thème général de la princesse complété par le très traditionnel château de fin de niveau, avec drapeau et serviteurs porteurs de mauvaises nouvelles. La musique du jeu est très belle et l'accompagne parfaitement. Son côté mélancolique contraste avec l'aspect presque enfantin des graphismes, mais lui permet aussi de renforcer les termes abordés par le jeu, en particulier ceux du regret et de la mélancolie. Il est à noter que les musiques n'ont pas été composées spécialement pour le jeu, mais ont été sélectionnées par son créateur pour le fait qu'elles restent belles, même jouées à l'envers. L'histoire racontée par le jeu est à première vue extrêmement classique, voire basique. Le méchant a enlevé la princesse et le héros doit la retrouver. L'histoire est tellement accessoire qu'elle est servie aux joueurs sous la forme d'écran de texte, qu'il n'est même pas encouragé à lire et peut passer littéralement en courant. Sauf que pas du tout, et c'est même tout le contraire. Au cours du jeu, les textes affichés entre les mondes se mettent à sembler raconter plusieurs histoires avec un vague rapport entre elles, si bien que le joueur qui s'intéresse à la narration, et pas seulement au puzzle, se demande rapidement quel est réellement le thème de l'histoire et où commencent les métaphores et allégories. C'est ce point que je vais principalement développer dans la suite de la vidéo. Et pour ça je vais devoir me baser fortement sur la fin du jeu. Donc si vous n'y avez pas déjà joué, mais si j'ai réussi à vous convaincre que le jeu valait la peine d'être joué, et croyez-moi c'est le cas, alors coupez ici la vidéo et revenez quand vous croirez avoir fini le jeu. Les autres, accrochez-vous, il y a du contenu, puisque ce n'est pas une, ni deux, mais bien 3 interprétations de l'histoire que je vais vous présenter ici, toutes parfaitement valables.
L'interprétation la plus évidente est de voir dans le jeu une allégorie de la rupture. Cette interprétation est poussée par la plupart des textes d'introduction des mondes. Par exemple, dans le monde 2, un des textes d'introduction dit « Il avait commis plusieurs erreurs quand ils étaient ensemble, il y a de si nombreuses années. Leur relation n'est plus qu'un souvenir confus, à l'exception d'une image qui lui revient en tête. Il revoit la princesse le quittant, en balançant sa tresse avec dédain. » De même, les puzzles assemblés par le joueur font penser à une relation d'abord heureuse puis infructueuse, se terminant par une rupture, symbolisée par l'anneau jeté dans une poubelle dans le puzzle du monde 6. Une autre chose à noter concernant les puzzles, renforçant la thèse que tout ceci n'est qu'une allégorie, est le fait que l'homme représenté est alternativement brun, blond ou roux. Ce n'est donc pas Tim, mais une allégorie représentant les hommes en général. Enfin, toujours dans le monde 6, le dinosaure en peluche de fin de niveau demande à Tim « Êtes-vous sûr qu'elle existe ?» ce qui renforce la théorie selon laquelle l'histoire ne traite pas réellement d'une rupture. Au final, cette interprétation de la rupture n'est pas satisfaisante en elle-même car elle ne colle pas avec certains textes d'introduction du monde et n'explique en particulier pas la fin du jeu. La seconde interprétation la plus reconnue est celle du parallèle avec l'invention de la bombe atomique. Alors oui, je sais, ça ne paraît pas évident à première vue quand on saute sur des monstres pour ramasser des pièces de puzzle, et je suis moi-même complètement passé à côté la première fois que j'ai joué au jeu, mais le parallèle est indiscutable quand on examine certains indices laissés par le créateur du jeu. Déjà, il y a certains éléments graphiques de la maison qui relient les mondes du jeu, avec, dès les premiers mètres du jeu, la ville en flammes qui fait écho à la puissance de la bombe atomique, et, dans le puzzle du monde 6, l'affiche de l'oncle Sam qui fait directement référence aux affiches de recrutement de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, les références sont particulièrement denses dans les textes de l'épilogue. Déjà, il y a le fait que Tim vit à Manhattan, qui est une référence directe au projet Manhattan, le programme de recherche de l'arme nucléaire par les Américains durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a également le fait que Tim cherche la princesse par l'étude de la chute d'une pomme, référence à Newton et au début de la physique moderne. Et surtout, par la citation « Now we are all sons of bitches », prononcée historiquement par Kenneth Brentbridge à Oppenheimer, le directeur du projet Manhattan, lors du premier test de l'arme atomique. Enfin, dans le dernier niveau, le thème n'est plus abordé par de simples références mais devient partie intégrante du gameplay. Dans la fin alternative, la princesse explose si Tim arrive à l'atteindre. Il y a aussi un aspect un peu plus subtil de cette référence à la bombe atomique, qui est le fait que celui que l'on croyait le héros se révèle être le monstre une fois qu'il a atteint son objectif. On peut faire ici le parallèle avec la bombe atomique, qui pour les scientifiques devait amener le progrès et mettre fin à toutes les guerres, mais a finalement amené la guerre froide, qui aurait pu causer la fin de l'humanité. Aussi, on peut voir dans le chevalier qui emporte la princesse dans la fin normale du jeu, une représentation des militaires qui s'approprient la découverte des scientifiques. Dernière référence, la sortie du jeu s'est faite un 6 août, date anniversaire du bombardement d'Hiroshima. Une autre interprétation, plus abstraite, traite de l'obsession des joueurs et nous offre une très belle mise en abîme. Un premier élément allant dans ce sens est le fait qu'à chaque fin de monde, le drapeau accompagnant le château est tourné dans la mauvaise direction, si on le compare à ceux de Super Mario. Et les drapeaux utilisés sont des drapeaux nautiques d'avertissement de danger, ce qui indique clairement que Tim fait fausse route et qu'il ne devrait pas s'obstiner dans sa quête de la princesse. Concernant la fin alternative que j'évoquais plus tôt, celle-ci n'est accessible qu'en récupérant 8 étoiles habilement disséminées dans le jeu et très difficile à trouver. Cette quête optionnelle des étoiles met elle aussi l'obsession à son gameplay. Non seulement il fallait être salement obsédé par le jeu pour réussir à toutes les trouver, mais l'une d'elles nécessite carrément de rester près de 2 heures immobile devant son écran pour pouvoir la récupérer, puisqu'il faut attendre qu'un nuage quasiment immobile se déplace jusqu'à permettre de l'atteindre. Autre exemple, dans le monde 1, qui est donc le dernier et où Tim revit son échec, l'obsession de Tim pour la princesse révèle son aspect malsain. Dans la scène finale, on découvre Tim en train d'épier la princesse par la fenêtre et de la poursuivre lorsqu'elle s'enfuit. Enfin, dans la fin alternative accessible une fois toutes les étoiles trouvées, l'obsession du joueur ne fait qu'assombrir la fin du jeu. Au lieu de s'enfuir avec le prince charmant comme dans la fin normale, la princesse explose en une explosion nucléaire et réapparaît dans le ciel sous la forme de la constellation d'Andromède, enchaînée à jamais dans le ciel. Par tous ces éléments, le créateur du jeu semble donc mettre en garde le joueur contre sa propre obsession pour le jeu vidéo. Ces différentes interprétations, bien que sans rapport entre elles, ne sont pas en opposition et apportent tout un éclairage différent au jeu, et ce ne sont pas les seuls possibles, bien d'autres ont été évoqués. Par exemple, le féminisme, pour la place des femmes dans le jeu, mais cette interprétation a été réfutée par l'auteur. L'alcoolisme, pour le fait que les personnages sont en train de boire sur plusieurs des puzzles. Le rêve, pour le numéro de la boîte aux lettres de la princesse, qui fait référence au film Mulholland Drive, et pour le fait que David Lynch soit remercié dans les crédits. Au final, ces différentes interprétations expliquent le choix du nom du jeu, Braid, qui se traduit en français par tresse, et vient du fait que le jeu tire son essence de nombreux sens distincts, tressés ensemble pour former un tout cohérent sans qu'aucune interprétation prenne le pas sur les autres. Ainsi, de la même manière que la ville du début du jeu peut être vue comme dévastée par les flammes ou illuminée par un lever de soleil, tout dans le jeu est sujet à interprétation et dépend du point de vue du joueur.
Les questions de savoir si le jeu vidéo en général est un art et si tel ou tel jeu est une œuvre d'art sont difficiles à trancher en l'absence de définition claire et définitive pour ces deux termes. Cependant, je pense qu'on peut affirmer sans rougir que Braid est une œuvre d'art. En effet, son gameplay, centré sur la faculté de rembobiner le temps, s'appuie avec brio sur les formes d'art qu'il intègre, à savoir les arts graphiques, l'écriture et la musique, pour évoquer chez le joueur des sentiments contradictoires d'émerveillement enfantin, de nostalgie et de curiosité, tout en présentant les qualités attendues classiquement d'un jeu vidéo, à savoir de présenter un challenge divertissant. De plus, les multiples thèmes présents en filigrane dans le jeu et les interprétations infiniment nombreuses qu'on peut en faire font de Braid un des rares jeux vidéo avec de multiples niveaux de lecture. Enfin, le jeu arrive à briser et transcender les règles d'un genre, le jeu de plateforme, en supprimant la règle de punition de l'échec, et pousse la recherche dans cette direction beaucoup plus loin que Prince of Persia ne l'avait fait avant lui, en allant jusqu'à intégrer une énigme dont la résolution n'est possible que par le suicide du personnage. Ainsi, alors que l'on croyait le genre du jeu de plateforme figé à jamais dans sa forme finale, est condamné à ne plus être représenté que par des jeux destinés aux plus jeunes pendant que les jeux à gros budget se tournent de plus en plus vers une forme de cinéma interactif, le créateur du jeu a réussi à renouveler le genre et illustrer que la réalisation du jeu vidéo en tant que forme d'art ne passe pas par un simple singeage du cinéma, mais au contraire par la mise au point de gameplay innovants, pour lesquels le scénario et les graphismes ne sont pas centraux, mais au contraire ne servent qu'à soutenir le gameplay.